Depuis le milieu du XIXe siècle, un grand nombre de jeunes peintres envahirent notre village. C'est encore le cas aujourd'hui, et cela le sera sans doute encore demain. À l'époque, Barbizon n'était qu'un simple hameau, et était habité par des paysans, des carriers qui travaillaient le grès de la forêt, et des bûcherons. Dans son livre, Le vieux Barbizon, souvenir d'un paysagiste, Georges Gassy dit « Il y a vécu de 1852 à 1875. Barbizon n'était qu'un hameau difficile d'accès. Il était choisi par les artistes pour le charme, la beauté de sa forêt, sa tranquillité, avec quelques chaumières alignées le nom d'une unique rue reliant la forêt à la plaine de Chailly, appelée aujourd'hui plaine de l'Angélus. Vers 1820, ce hameau devint un lieu de prédilection pour de jeunes artistes en quête de liberté d'expression. Ils vont imposer le paysage comme un genre majeur et aussi peindre sur le motif, c'est-à-dire en plein air. Ils admirent les paysagistes anglais comme Constable, Bonington ou Turner, alors qu'en France, le paysage ne sert que de fond au tableau. Ce n'est qu'en 1817 qu'on a créé le Grand Prix de Rome des paysages historiques. Le succès de Barbizon tient autant aux peintres qui ont découvert le village et en ont fait profiter leurs camarades d'atelier qu'à l'initiative d'un couple, les Gannes. Après avoir proposé des tables à ces artistes, ils achètent vers 1834 une maison qu'ils transformèrent en auberge, au numéro 92 de la rue Grande. Ce capharnaüm pittoresque hybride de café et de vraies vides bouteilles de lard, selon les frères Goncourt, est devenu en 1995 le musée municipal de Barbizon, puis musée départemental. Nombreux sont ces peintres qui égayèrent ce séjour classique des paysagistes. Par chance, les registres de l'auberge qui ont été conservés en recensent beaucoup. Comment travaillait-il ? Gassy l'explique dans son livre. Les heures de travail, d'après nature, dans cette belle forêt, dans cette plaine accidentée de rochers et de beaux bouquets de bois, ou bien par les peintres d'animaux, dans les cours de ferme, dans les étables, dans les bergeries, ces heures étaient employées sérieusement. Et devant la nature, on ne s'occupait plus que de sa palette et de ses pinceaux. En rentrant, on soumettait les études faites dans la journée à la critique quelquefois sévère des camarades. On confrontait son travail avec celui des autres. Cette émulation vous faisait faire des progrès. On accrochait à la muraille de la chambrée des études toutes fraîches, en se promettant de faire mieux le lendemain. En effet, lors de la restauration de l'auberge en musée, on a retrouvé sous les papiers peints les traces de ces études, peintes par ceux que les Barbizonnais appelaient les pentaganes. Actuellement, les 3 salles du rez-de-chaussée ont été reconstituées d'après différents documents du XIXe siècle, dont Manette Solomon écrit par les frères Goncourt. Les murs et les meubles ont été décorés par les artistes qui séjournaient dans l'auberge. Souvent les jours de pluie quand ils ne pouvaient aller en forêt, c'était aussi le moyen de dédommager l'aubergiste, car il n'avait pas toujours les moyens de le payer. En face, au numéro 73, la Clé d'Or. Au XIXe siècle, c'était un relais de poste dont les écuries se trouvaient à gauche de l'auberge Gannes. C'est l'appâtage qui transportait le courrier et à l'occasion quelques voyageurs. Le conducteur, le patachon, qui est à l'origine de l'expression « mener une vie de patachon », toujours sur les routes, s'arrêtait dans les tavernes et buvait sec. Au numéro 80, la vieille demeure, où vécurent les frères Ménard, René et Louis. Gassy dit d'eux: au milieu de cette folle jeunesse, il y avait des sages, dont les frères Ménard, qui faisaient alors de la peinture. René, le plus jeune, est devenu un écrivain reconnu, qui connaissait les arts et leurs histoires. Il habitait Barbizon jusqu'à sa mort. Louis est devenu un savant de premier ordre, qui sut éclairer les mystères des religions de l'Antiquité. Un poète original et un prosateur d'une grande pureté.
Ils étaient les oncles de Jean Galtier-Boissière, écrivain, journaliste, polémiste, fondateur en 1915 du journal satirique Le Crapouillot. Il avait sa maison, Les Pommiers, au numéro 74. C'était un personnage truculent, qui était comte. Le comte de Galtier de la Boissière. Durant sa jeunesse, il était entouré d'un monde humaniste. Sa mère était présidente des Amis du Louvre. Son père, fondateur du Larousse médical. Il vivait vraiment dans un univers intellectuel riche. À 8 ans, il écrit sa première pièce de théâtre. Il était à l'école alsacienne de Paris et avait créé son propre journal qu'il vendait 5 sous à ses copains. Il était amoureux, fou de Barbizon et convaincu que c'était le plus beau village du monde. Au numéro 55, l'atelier de Théodore Rousseau. Il a précédé son ami Jean-François Millet à Barbizon. Dans sa jeunesse, en 1833, il a habité Chailly-en-Bière. Quelques années après, il était l'hôte du Père Gane et il se fixe définitivement à Barbizon en 1848. Reconnu aujourd'hui comme le grand maître de cette période, n'est à l'époque pas reconnu. Refusé au salon d'exposition annuel qui faisait la réputation des artistes. Il vivra dans sa maison jusqu'à sa mort en 1867. Il avait une grange qu'il transforma en atelier. Alfred Foncier, son ami, ajoute qu'il s'y retrouvait souvent avec Diaz et Barry. Cette grange a été transformée en chapelle au début du XXe siècle. Rousseau devient le maître à penser, l'exemple et le modèle pour toute une génération de paysagistes venus à Barbizon. Devant la chapelle, le monument aux morts, inauguré en 1921, est réalisé grâce à une souscription franco-américaine. Il représente un Gaulois, œuvre d'Ernest Trévillon. Il est posé sur un rocher. Numéro 54. La Villa Cyrano, maison de Félix Diem, peintre orientaliste, surtout connu pour des vues de Venise. Il séjourna à Barbizon dès 1849 et devint ami de Rousseau et de Millet. Il a beaucoup voyagé en Europe et en Orient. On dit qu'il se promenait le soir en burnou à l'orée de la forêt pour faire peur aux Barbizonnaises. La fête de Barbizon avait lieu à l'origine à la Saint-Paul, au mois de janvier. Mais comme les peintres n'étaient pas là l'hiver, la date a été changée pour le 3e dimanche de mai. Numéro 40. Hôtel des Charmettes, devenu depuis Galerie Bécharat. Dans cette maison a vécu Karl Bodmer, connu pour ses aquarelles d'Indiens et de paysages de l'Ouest américain, laissant un témoignage sur l'art, les costumes, les armes, les outils et les mœurs de ces peuples. Installé à Paris, il se lie d'amitié avec Rousseau et Millet, qu'il rejoint à Barbizon en 1849. Gassi en dit: il avait beaucoup de la sauvagerie des Peaux-Rouges, véritable amant de la forêt et de ses solitudes. On dit que Millet a collaboré ne serait-ce que par ses conseils à son premier tableau de la forêt en hiver. Le chêne, qui occupe le milieu du tableau, s'appelle encore le Bodmer. On donnait des noms à ces arbres remarquables, tradition encore perpétuée de nos jours. Au début du XXe siècle, l'écrivain et journaliste André Billy y séjourna. La reine d'Angleterre, alors princesse Elisabeth, y séjourna avec le prince Philippe en 1948. Comme c'était une tradition de recevoir des gens importants, on avait perdu un peu la notion de ce sentiment d'importance. Numéro 27. L'atelier de Millet. Il s'y installa en 1849 et y travailla jusqu'à sa mort en 1875. Il avait de la bonté. Il accueillait les jeunes avec bienveillance. Il leur montrait ses ouvrages, leur permettait de fouiller ses cartons et ses cahiers de croquis. Il dessinait tout avec amour. Son œuvre, la plus connue, l'Angélus, a été peinte dans la plaine de Bièvre. Après la Révolution de 1848, qui voit le triomphe de l'homme du peuple, les paysans prennent place dans son art. À côté, au numéro 25, l'écrivain, poète et journaliste François Carcot
qui aimait le taco. Et oui, un petit train a circulé dans cette grande rue. Numéro 28, le petit manoir. Maison de Narcisias de la Peña. Et après lui, du photographe Eugène Cuvelier. Un client de l'auberge Gann qui a épousé Louise, l'aînée des filles de l'auberge Gann, en 1859. Corot étant son témoin. La forêt de Fontainebleau était un atelier pour les photographes du 19e siècle, parmi lesquels Marville, Legray, Le Sec et Cuvelier. Pour en revenir à Diaz, Gassi en dit: il avait été amputé d'une jambe à cause d'une morsure de serpent. Et il appelait avec insouciance sa jambe de bois son pilon. Il était un peintre créatif à Barbizon. Numéro 21. L'hôtel des Pléiades, qui occupe une partie de l'ancien atelier de Charles-François d'Aubigny. Celui-ci a fait de nombreux séjours à Barbizon avant de construire un bateau appelier qu'il appela le Bottin pour peindre sur la Seine et sur l'Oise. Dans cet hôtel, restaurant réputé, se sont croisés des personnalités du monde artistique, politique et littéraire. Nous arrivons au numéro 26, la Flambée. C'est la maison où habitait Antoine-Louis Barye, célèbre pour ses sculptures de lutte entre animaux sauvages, et qui était autant peintre que sculpteur. Très simple, avec un esprit fin. Il décède en 1875, la même année que Corot et Millet rendaient leur dernier soupir à Barbizon. Cette année 1875 marque la fin de la grande période des peintres de Barbizon. 8 ans plus tard, Van Gogh, qui aimait ses peintres et surtout Millet, écrit à son frère Théo: songe à Barbizon. Cette histoire est sublime. Numéro 24, maison du peintre et sculpteur Charles Jacques. Plus de 400 œuvres en sculpture. Numéro 22, hôtel du Babréau. Ancien hôtel Ciron, dit hôtel de l'exposition. Gassi en dit: tenté par le succès de l'auberge Gann, un marchand de bois et de charbon de la forêt nommé Emmanuel Ciron transforme sa maison en hôtel et ne tarde pas à avoir des pensionnaires des artistes. Monsieur Laffitte, qui demeurait en face, réunit quelques artistes et engagea le nouvel hôtelier à faire de l'une de ses salles un salon d'exposition. L'hôtel prit alors le nom d'hôtel de l'exposition. Un jour, l'empereur Napoléon III, qui avait fait une promenade en forêt, l'honora de sa visite et acheta plusieurs tableaux. Ce fut donc la première galerie de Barbizon. Robert Louis Stevenson, auteur de L'île au trésor et de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, y a résidé et écrit ses Forest Notes, les notes de la forêt. En 1934, l'hôtel prend le nom de Babréau et reçoit la visite de l'empereur Hirohito et de son épouse. En face, au numéro 17, la villa Vertefeuille a été habitée par le peintre Serramano. Gassi dit de lui qu'il n'avait aucun talent. Mais il avait chez lui, dans diverses cages, des animaux sauvages. Sa physionomie pittoresque essayait de prouver la survivance du vieux Barbizon. Mais la place avait été prise par les écrivains, les artistes dramatiques, les bourgeois, et plus récemment, l'éditeur Bordas y habitait, et Fernandel l'a également loué. Au numéro 18, après la Poste, la villa L'Ombrage a été habitée par une pianiste virtuose, Maximilienne Wetnal, chez qui Arthur Rubinstein et Samson François venaient préparer leur concert. Numéro 14, Villa la Belle-Idée. Gassi en dit: ce nom de Belle-Idée vient que c'était la dernière maison avant la forêt. Les habitants avaient trouvé que c'était une belle idée de construire dans cet endroit isolé. Charles Jacques et André Rouvert ont tous deux occupé la Belle-Idée. Numéro 11, l'ancienne auberge Diaz, qui a appartenu à un cousin d'Elsa Triolet. Le célèbre couple d'écrivains, Louis Aragon et Elsa Triolet, y venaient souvent y dîner le dimanche. Numéro 12, la maison des artistes, deuxième auberge de Barbizon. La Belle-Idée n'est pas restée longtemps la dernière maison du village, puisqu'en 1870, comme dit Gassi, il arriva un jour où le gendre de Gann, M. Lugnot, ayant hérité de la fameuse auberge qui devenait
vieille, peu confortable, la jugea trop éloignée de la forêt et fit construire une élégante maison à toiture de château. On y transporta tout le matériel de l'exploitation et les peintures dont les artistes avaient orné les boiseries, des armoires. Dans les années 1870, Barbizon devint un village touristique, grâce notamment à les lignes de chemin de fer Paris-Melun. L'auberge de Gannes avait vécu, et la maison des artistes ferme en 1899 et sera démolie en 1953. Nicolae Grigorescu est un peintre roumain qui a séjourné dans cette auberge et qui, de retour en Roumanie, a créé un mouvement de peintres paysagistes. Numéro 6, la Baraka. La maison que Charles Jacques, en 1860, fit construire à l'orée de la forêt et qui fut par la suite louée à Gassy. Elle fut revendue à Ziem, qui l'a revendue à Camille Paris. Barbizon se peuplait. Les terrains achetés au coin du chemin de la Belle-Marie par Cicéron furent revendus à Charles Jacques, qui établit son entreprise de galinoculture. Charles Jacques était à cette époque le peintre des coqs et des poules, et il rêvait d'améliorer les races. Et fit en grand le commerce des œufs de pure race. Il entreprit aussi la plantation d'asperges dans ce pays sablonneux, où elle réussit à merveille. Nous arrivons à l'orée de la forêt. Au numéro 5, jusqu'en 1946, il y avait la gare du TSM, tramway de Seine-et-Marne, qu'on appelait le TACO. Il a fonctionné de 1899 à 1938, et c'est au numéro 5, venant de Melun, la ligne numéro 2, qu'il terminait son voyage. Une plaque tournante permettait à la locomotive de changer de sens. Pénétrons dans la forêt de Fontainebleau, appelée autrefois forêt de Bière, par ce qui était appelé la porte aux vaches, immortalisée par Jean-François Millet dans une toile conservée à Boston. Il fallait une porte car la forêt était enclose d'un mur de grès, provenant de la forêt évidemment. Ce mur a par la suite bien servi à des Barbizonnais pour construire leur maison. Enfin, en montant sur la droite, nous arrivons à un médaillon inauguré en avril 1884, dont Gassy dit « Cette amitié entre ces deux grands peintres, Rousseau et Millet, qui date de leur installation à Barbizon, ne devait finir qu'à la mort de Rousseau. De fait, Henri Chaput ne les a pas séparés dans un beau bas-relief de bronze encastré dans une roche aux gorges d'Apremont. Depuis 1863, la jeune génération de Monet, Renoir et Sisley a fait le pèlerinage en forêt de Fontainebleau sur les pas des anciens, ceux de l'école de Barbizon, pour prendre la relève et créer une nouvelle vision de la nature. Ces derniers formèrent une communauté homogène, les impressionnistes, appliquant des directives communes et organisant des expositions de groupe de 1874 à 1886. Ce n'est qu'en 1890 que le nom d'école de Barbizon fut attribué au groupe des anciens, à la suite de la parution à Londres du livre de David Cole Thompson intitulé The Barbizon School of Painters.